Oui, ça passe pour les Aigles du Mali, désormais en demi-finale. Ils ont battu le Gabon au tir au but, 5-4 après la prolongation, un partout. Les résumés du match et l'ambiance dans les rues de Bamako à suivre dans ce journal. Situation dans le Nord Mali, l'ONU demande un cessez-le-feu immédiat. Le directeur du Centre régional pour la paix et le développement en Afrique était reçu ce matin par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Dans un peu plus d'un an, il sera plus possible d'utiliser au Mali les sacs en plastique. La loi qui l'interdit vient d'être votée par l'Assemblée nationale. Comment la mesure est-elle accueillie par les populations? Des éléments de réponse dans notre page magazine. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Et nous ouvrons cette édition par la victoire des Aigles du Mali. Ils poursuivent leur ascension vers la consécration. Ils ont battu cet après-midi l'autre pays organisateur, le Gabon, au tir au but, 5-4 après la prolongation, un but partout. Ainsi, les nôtres obtiennent leur ticket pour les demi-finales et ce, pour la première fois depuis 8 ans après Tunisie 2004. Nous revenons sur quelques points saillants de cette rencontre. Un résumé signé Al Djoumatina. Explosion de joie dans le camp malien, de l'amertume et des larmes côté gabonais. Voilà les faits marquants à l'issue du troisième quart de finale de la 28e Coupe d'Afrique des Nations entre les Panthères du Gabon et les Aigles du Mali. Attendue par toute une nation, l'affiche Gabon-Mali a tenu toutes ses promesses. Elle déjoue même tous les pronostics au détriment du pays co-organisateur, qui voit son compte d'effet s'arrêter définitivement aux portes de l'histoire, puisqu'il n'a jamais atteint les demi-finales. C'était au moment fatidique des tirs au but. À la matière, deux hommes au destin croisé vont sceller le sort du suspense. Pierre-Emerick Aubameyang, icône du peuple gabonais, voit son pénalty arrêté par le keeper malien Soumaïla Diakité, dans un stade acquis pourtant à sa cause. À l'opposé, Serhou Keita, l'une des pièces maîtresses des Aigles, ne se fait pas prier pour propulser son équipe en demi-finale. Les pénaltys décident ainsi le sort de cette partie âprement disputée, puisqu'à l'issue des 120 minutes de jeu, les deux formations se tiennent à égalité de 1 but partout. But gabonais inscrit par Eric Moulungi à la 55e minute. Et l'égalisation malienne interviendra à la 84e minute par Cheikh Tidiane Diabaté. Ainsi, après Yaoundé 72, Tunis 94 et 2004 et Mali 2002, les Aigles se qualifient pour une 5e demi-finale de Coupe d'Afrique. Une rencontre qui l'opposera d'ailleurs ce mercredi à la Côte d'Ivoire. Il est à noter que les Aigles n'ont jamais perdu devant un pays organisateur un match de phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles du Mali désormais en demi-finale de la CAN 2012 et comme on pouvait s'y attendre, cette victoire éclatante a été saluée avec chaleur par les Bamakois qui ont suivi le match dans un élan de patriotisme. Et après le coup de sifflet libérateur, c'est toutes les rues de la capitale qui étaient prises d'assaut par les supporters dans une ambiance féerique. Foutigui Tounkara est allé faire un tour avec son équipe. Voici les images. Loin du Gabon, les Maliens sont bien de cœur et d'esprit avec les Aigles partis défendre l'honneur de la nation tout entière. Ce quart de finale contre les Panthères du Gabon a été vécu à Bamako dans un élan de passion nationale avec les enjeux qui dépassent carrément le seul cadre sportif. Avec les drapeaux, les maillots de la sélection et bien d'autres symboles du pays largement déployés, le match est suivi avec une fierté nationale et les pronostics ne pouvaient être que positifs. D'ailleurs, les plus futés y vont jusqu'à attribuer les buts. Nous allons finir à 2-1 en faveur du Mali. C'est doublé à son but, Maïga à son but. On espère qu'on va gagner 2 à 0 ou 2 buts à 1, je suis sûr. Le but de Bakaï et Serhou Keita, Inch'Allah. Allez les Aigles, allez! 0-0 à la mi-temps, le Mali encaisse quelques minutes après la pause. Un scénario qu'aucun pronostiqueur n'avait prévu. On reste toutefois optimiste. On peut égaliser, on peut gagner le match parce que l'entraîneur, depuis qu'on a pris des buts, il est en train de faire des changements, on est en train de faire rentrer les joueurs aux façons offensives. Je crois qu'on peut marquer. Et l'occasion qu'on a trouvée en deuxième mi-temps, ça prouve que si on joue à fond, on peut égaliser. Cela sonne comme une vision prémonitoire, puisque quelques minutes après, les Aigles du Mali égalisent. Le sourire est enfin retrouvé pendant que les Aigles du Mali font de plus en plus bonne figure dans le jeu. Le visage des supporters s'illumine davantage de joie.
Un but partout à la fin du temps réglementaire suivi des prolongations. Le succès 5-4 des Aigles à l'issue des tirs au but a été accueilli comme un soulagement national avec une grande explosion de joie qui s'empare de Bamako. Ainsi commence une folle nuit de fête à Bamako, rapidement paralysée par des grappes humaines déferlant dans les rues et les avenues. Chacun fête comme il peut. Et voilà, tout le monde est content. C'est donc une liesse populaire qui a accueilli la victoire héroïque des Aigles du Mali. La rencontre a été suivie avec attention par le Premier ministre. Juste après le match, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a tenu à réitérer le soutien des plus hautes autorités du pays aux Aigles du Mali, à l'ensemble de l'encadrement. Le chef du gouvernement a saisi cette opportunité pour demander à la population de fêter, mais avec prudence. Cissé Mariam Kaïdama Sidibé est au micro d'Ibrahim Traoré. Je l'accueille avec beaucoup de joie, comme tous les Maliens. Et je sais que la dernière fois, j'avais dit que nos bénédictions les accompagnent. Et je voudrais leur réitérer ces bénédictions-là et leur dire qu'à travers moi, je pense que le président de la République les félicite, les encourage à persévérer dans cette voie. Le gouvernement, tout le peuple malien, vraiment est derrière eux et les suit. Et je pense que à travers moi, c'est également toutes les mamans qui les saluent, qui les encouragent et qui leur envoient les bénédictions pour leur dire que vraiment nous sommes fiers d'eux et que nos bénédictions les accompagnent. Les Maliens, je voudrais leur dire de fêter avec un peu de réserve. Nous ne sommes pas encore à la finale. Même si on allait à la finale et on enlève la coupe, je pense qu'on doit préserver les biens. Donc vraiment, il faut fêter, mais il faut fêter avec beaucoup de mesures. Et voilà, les Aigles du Mali gagnent et ça fait plaisir aux Maliens qui leur adressent des messages de félicitations et d'encouragement. Le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, et le CENIT Faso Iriwaton souhaitent aux Aigles du Mali d'autres succès dans leur marche vers le but final. Et voilà, les Aigles gagnent. Nous leur souhaitons une très bonne suite jusqu'au trophée de la CAN 2012. Inch'Allah. Et nous vous invitons une fois encore à la prudence, manifestez votre joie, mais dans la mesure, dans l'autre match, le deuxième de la journée, le Ghana, lui s'est qualifié également pour la demi-finale après son succès 2-1 face à la Tunisie à l'issue des prolongations. Je vous laisse regarder les buts. Et derrière, regardez John Mansa qui vient là, qui coupe d'abord. La tête de l'égalisation. Regardez comme il va monter littéralement sur la tête de Nkoum. Il est à reculant Nkoum, tandis que lui il avance. C'est un pied droit. Oh, Matuidi! Mon Dieu, Regardez quelle ça. erreur de débutant de la part de Matuidi. Incroyable. Mon Dieu, C'est Badou qui avait centré là-bas. on est malheureux pour lui parce que c'est un Vraiment. garçon attachant. Il se qualifie pour les demi-finales au bout d'un long succès. Voilà, le mercredi, on aura Zambie, Ghana et Côte d'Ivoire, Mali. Et puis, vous pourrez suivre après cette édition le journal de la CAN avec Khalifa Nama Traoré. L'Organisation des Nations Unies, à travers son Centre régional pour la paix et le développement en Afrique, demande un cessez-le-feu immédiat relatif à la situation sécuritaire qui prévaut au Nord Mali. C'est ce qu'a déclaré ce matin à Koulouba le directeur du Centre régional pour la paix et le développement en Afrique, Ivoire Richard Fong, était reçu par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Un reportage de Daouda Sidiki Diarra. C'est à 10h30 que le directeur du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le développement en Afrique a fait son entrée au palais de Koulouba pour rencontrer le président de la République. Pendant plus d'une heure et demie, le chef de l'État et Ivoire Richard Fong ont largement abordé le sujet brûlant du moment. Il s'agit de l'aspect sécuritaire au nord de notre pays. Nous avons mené une réflexion sur les questions
auquel le Mali fait face aujourd'hui, à savoir la question du Nord. Comme vous le savez, nous avons été impliqués dans la recherche des solutions par le passé. Nous avons mené un certain nombre d'activités au Mali. Donc c'était l'occasion de voir quelles expériences on peut tirer du passé pour aider à la recherche des solutions durables pour le problème actuel. Ce que nous percevons, c'est qu'il faudrait qu'il y ait très rapidement un cessez-le-feu qui va permettre un environnement propice au dialogue, aux activités de sécurité et au développement. Le chef de l'État s'est aussi entretenu à huis clos avec son hôte du jour et rien n'a filtré de leur rencontre. Et au chapitre des condamnations des attaques et massacres perpétrés dans le nord du Mali, celle de l'UDD, l'Union pour la démocratie et le développement, du réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO Mali, des partis RPM, ADCAM, CD, DPM, FAMA, MIRIA, MPLO, PDM, PIDS, PLD, PPP, PSDM, PSO, RDR, RJP, RUP, UMRDA et UMP, tous condamnent avec la dernière rigueur les attaques et exactions dont sont victimes les populations maliennes dans le nord du pays. Ils invitent le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre nos forces armées de sécurité en confiance et dans les conditions d'une meilleure exécution de leur mission. Ils encouragent et soutiennent les forces armées de sécurité, présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des défunts et souhaitent prompt rétablissement à tous les blessés. Le retour de la paix au Mali, une préoccupation pour l'ensemble de la population. La mission d'évangélisation et d'implantation des églises de Dieu organisée ce matin au centre Rehoboth de Konaté-Bougou. Une prière collective. Ils étaient venus, très nombreux, les serviteurs de Dieu, pour implorer Jésus-Christ afin que la paix revienne au nord Mali. Mohamed Yara. D'une même voix, les chrétiens d'une dizaine d'églises chantent et implorent le Seigneur pour la paix dans les foyers de tension en Afrique et singulièrement au Mali. Et c'est toute la journée de ce dimanche 5 février qui est consacrée à cette mission d'évangélisation. Une dizaine de pasteurs se succèdent au pupitre pour évoquer les thèmes liés à la paix. Parmi les sujets abordés, on retient les stratégies de gérer le conflit au nord Mali, l'établissement et la restauration des activités socio-économiques dans le nord Mali, des missions d'évangélisation avec comme support la Bible. La cérémonie de ce dimanche 5 décembre a pour but réellement de célébrer un culte en l'honneur de l'Éternel pour notre nation, le Mali, afin que les fléaux ou les calamités ou les désordres, les difficultés que la nation connaît maintenant, que Dieu puisse avoir compassion de nous et de pouvoir guérir la nation. Nous croyons réellement, puisque la parole de Dieu l'a déclaré, si le peuple s'humilie et prie et cherche sa face, et s'il se repent de ses péchés, Dieu dit qu'il va guérir la nation, il va libérer la nation, il va donner à la nation d'être prospère, de fructifier. Cet appel est lancé à tous les Maliens où qu'ils se trouvent de prier pour l'unité et la paix au Mali. Les serviteurs et les servants du Christ ont également fait cas des élections de 2012 au Mali. À l'unisson des cœurs et des esprits, ils ont fait des bénédictions pour la bonne tenue des échéances électorales au Mali, synonyme d'une bonne démocratie. La victoire des Aigles du Mali, c'est l'événement du jour et on y revient avec le meneur de jeu des Aigles du Mali, Seydou Keita, qui dédie cette victoire à tout le peuple malien, une victoire de la solidarité et de la cohésion d'un groupe. Le footballeur appelle également à l'unité et à la paix au Mali. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spécial Amara Malé Diallo. C'était pas facile parce que tirer le dernier penalty, c'est jamais évident, mais quand j'ai mis les derniers, c'était comme si c'était dans les rêves. J'ai beaucoup gagné avec Barcelone, mais là on n'est qu'en demi-finale. On était en quart pour passer en demi, mais c'était comme si on avait gagné la coupe, même si ce n'est pas le cas. Mais on est très très content et moi je suis très très fier de porter ces maillots-là. Et c'est un rêve pour moi, mentalement, je pense que cette équipe commence à mûrir et au fur et à mesure, elle commence à être costaud.
Après, la Côte d'Ivoire, on va dire, c'est le favori de la Coupe d'Afrique. S'ils gagnent contre nous, on dirait que c'est normal. Mais ils le savent. Ils le savent que la pression, c'est sur eux. Parce que si on gagne, ça va être une bombe pour eux. Donc ils le savent ça. Donc nous, on n'a pas la pression. On va se reposer et vraiment préparer ces matchs-là en sachant qu'on n'a rien à perdre. Tout ce qu'on a, on n'a qu'à gagner. On n'a rien à perdre. On a gagné, on est content, mais j'ai la peur au ventre. J'ai la peur au ventre. J'aimerais dire à mon peuple, à mon pays, ce qui nous arrive actuellement, c'est pas normal. C'est pas normal. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Tout ce que nous les jeunes, tout ce qu'on les demande, c'est de faire la paix. C'est de faire la paix parce que on est tous des Maliens. C'est pas normal qu'on se tue entre nous. C'est pas normal. C'est pas normal. On a un message à lancer au président de la République de faire le maximum, vraiment le maximum pour que cette situation s'arrête. Voilà, ça n'est pas normal. Paix et tranquillité au Mali, retour à la normale dans le Nord. C'était également les vœux et les prières des fidèles musulmans qui viennent de célébrer Maouloud 2012 à Tombouctou. Ils étaient venus de partout pour magnifier cette fête anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, au Ortiem Tombouctou, au Moulay Saïr. Tombouctou, la fête anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut soit sur lui, n'est pas une fête ordinaire. Elle est la plus grande des fêtes musulmanes pour les Tombouctiens. Au cours de cette fête, la tradition a été respectée. Pendant cette nuit, partout c'est des invitations avant que chacun ne se rende au lieu où sont récités les éloges et les panégyries du prophète. Comme à l'accoutumée, la diaspora de Tombouctou a répondu présente. Partout dans les rues, c'est la grande retrouvaille entre étrangers et autochtones. Durant toute cette semaine, jusqu'au baptême, les fidèles arrivent de partout dans le monde pour chercher de la baraka et formuler des vœux, car, selon certains, les vœux réussissent à 90%. C'est aux environs de 3 heures du matin que la Fatiha qui met fin à la cérémonie de naissance a été prononcée. Les festivités du Maouloud ont été marquées dans la nuit du vendredi à samedi par des prières et bénédictions partout au Mali. Ousmane Chérif Madani Aïdara de l'association Ansardine a réuni au stade du 26 mars ici à Bamako des dizaines de milliers de fidèles musulmans de plusieurs pays. Les participants à ce rassemblement ont fait des prières et des bénédictions pour la paix au Mali. Quelques perturbations sur le réseau de desserte en eau potable de certains quartiers des deux rives de Bamako, situation due à un incendie déclaré à la station de pompage de Djikoroni-Para et qui a causé des dommages au niveau de 2 transformateurs. Les techniciens de la Société malienne de gestion de l'eau potable Soma-GEP sont à pied d'œuvre pour le retour à la normale, retour qui ne saurait tarder, nous a-t-on rassuré Fademba Keita, notre reporter est allé aux nouvelles. Ce sont 2 transformateurs et plusieurs autres appareils annexes de la station de pompage de Djikoroni-Para qui ont pris feu. L'incident survenu aux environs de 20 h hier a causé des dégâts importants. Les causes restent encore non élucidées. A priori, l'incident est parti du poste. C'est aux environs de 19 h hier soir qu'il y a eu un déclenchement du départ d'eau. Et donc les équipes ont fait une première ouverture. Donc ils ont remis le départ, donc il n'y avait pas de problème. Mais en voulant maintenant faire la seconde remise, donc le départ a encore déclenché aux environs de 20 h 30. Il ne fallait pas faire de décès, il fallait diagnostiquer. Malheureusement, ce diagnostic n'a pas eu lieu parce que c'est le transfo même qui commençait à faire des fuites. Malheureusement, avec l'échauffement, donc il y a eu un incendie. Les techniciens de la Société malienne de gestion de l'eau potable préoccupés pour le retour à la normale dans les quartiers affectés sont à pied d'œuvre.
Nous avons à peu près 60% de notre système de production qui sont alimentés par ces deux transfos de 2 fois 1000 kVA. Déjà, il y a l'ensemble des 2 rives qui sont concernées, mais les quartiers les plus concernés sont ceux qui sont situés au nord-est de la ville de Bamako, c'est-à-dire les quartiers de la commune 1. Et ensuite, nous avons les quartiers ouest de la rive gauche, mais il y a un certain nombre de quartiers qui ne seront pas du tout impactés, qui sont alimentés par les stations compactes de la rive droite de Mayambougou et de Bako-Djikoroni. L'approvisionnement régulier des populations des 2 rives du district de Bamako en eau potable est le souci majeur que se fixe l'énergie du Mali à travers la Société malienne de gestion de l'eau potable. Un incident de ce genre ne saurait être le vœu de ceux qui œuvrent pour le bien-être de leurs clients. Dans un peu plus d'1 an, en avril 2013 exactement, il ne sera plus permis l'usage des sacs et autres sachets en plastique au Mali. Les députés viennent de voter la loi portant interdiction de la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des granulés et des sachets non biodégradables. Pourquoi cette mesure est maintenant et comment la population l'accueille-t-elle? C'est le sujet de notre magazine JT de ce soir. Un reportage de Adama Keita et Ibrahim Traoré. Le sachet plastique est devenu un compagnon inséparable des Maliens. Dans un futur très proche, ils ne pourront plus compter sur ce fameux sac non biodégradable. L'hémicycle vient de voter son interdiction sur toute l'étendue du territoire national. Le but est de protéger davantage l'environnement et d'encourager le développement des produits biodégradables. Ce projet de loi a été renvoyé 2 fois pour pouvoir écouter tout le monde et avoir l'opinion des uns et des autres avant d'étudier la loi. Donc quand on a commencé à étudier la loi, nous avons invité tout le monde, tous les acteurs, et les services techniques, et les commerçants détaillants, et les fabricants, et les importateurs, et les ONG de la place, tels que SECO ONG. Ils sont tous là, chacun les yeux dans les yeux, argument contre argument, et puis des explications par rapport à des inquiétudes pour pouvoir vraiment permettre à tout un chacun de comprendre tout ce qu'il y a dans le projet de loi. Le fait d'avoir du biodégradable qu'on peut toujours réutiliser, cela va diminuer la quantité de déchets. Ça, c'est un. Secondo, nous allons aller vers des produits qui sont biodégradables. Plusieurs rues de la capitale malienne sont jonchées de sachets plastiques. Ils s'accumulent sur les tas d'ordures, rendent les villes insalubres et bouchent les caniveaux, participant du coup à l'inondation de certains quartiers. S'y ajoute la dégradation et l'appauvrissement des terres de culture, ainsi que de nombreuses conséquences sur le cheptel, décimé par l'absorption de sachets plastiques indigestes. Partout, les gens se plaignent énormément de plastique parce que il faut tout le temps opérer les animaux et c'est du plastique qu'on trouve dedans et souvent même ils meurent. Sans compter, comme je vous l'ai dit, les nombreuses maladies. Quand vous allez, on n'a pas fait une étude approfondie sur la question, mais quand vous allez aujourd'hui dans les centres de santé, c'est les maladies respiratoires, c'est les maladies vasculaires, c'est même les cancers. Le comble, c'est que ces sachets ne pourrissent pas vite. Selon les spécialistes, il faut 4 siècles pour qu'ils soient détruits. Au Mali, il est encore difficile de chiffrer les quantités d'emballages synthétiques utilisés par an. Le pays en importe surtout de la Côte d'Ivoire et de la Chine. Quelques sociétés locales en produisent également, mais leur offre est comparativement insignifiante. Il y a l'usine Sieco qui fait des sachets, mais avec marque, pour les pharmacies et pour les supermarchés. Et là, eux, ils utilisent, ils font une commande à peu près de 40 à 50 tonnes par an, avec un chiffre d'affaires d'à peu près 75 millions. Et il y a aussi une petite industrie au marché de Médine, qu'on appelle Sansandeng, qui a un chiffre d'affaires d'à peu près 5 millions dans l'année. Bon, la Soircraft fait une petite partie. Donc, c'est pour dire que ce n'est même pas à coût de milliards les chiffres d'affaires de production au niveau du Mali. La première mesure de compagnement, c'est d'abord aider tous les différents acteurs à la reconversion. Deuxième mesure, c'est aussi d'informer, de sensibiliser et de communiquer par rapport aux sachets plastiques et aussi un cadre de concertation régulier entre les différents secteurs. Sur la mesure, les opinions sont partagées au sein de la population. Les sachets
Parfois, ça bouche les trucs des puisards, des douches, des fossés, tout ça. Là. Parfois, tu veux passer, mais tu n'arrives même pas à passer. Parfois, tu passes, mais tu vois les sachets là qui sont là à traîner à tes pieds. Je ne suis pas contente de ça. Aux femmes de ménage d'être très propres, de ramasser et d'être très, très propres et très vigilants. Le 1er avril 2013 annonce donc la fin de vie pour ces sachets plastiques particulièrement nocifs. Ce n'est certainement pas un poisson d'avril. En attendant l'application stricte de la loi, un conseil pour les consommateurs. Apprenez d'ores et déjà à vous passer de ces sachets. Autre élément qui préoccupe, d'aucuns l'appellent incivilité, d'autres l'attribuent à une méconnaissance de la loi. L'évidence est que la pratique est source de beaucoup de désagréments dans le district de Bamako. Il s'agit des affichages anarchiques qui inondent tout sur leur passage, les panneaux de signalisation publicitaires, les arbres, les façades des bâtiments, etc. Et rien ne semble pouvoir arrêter la déferlante qui s'amplifie chaque jour. Et pourtant, il y a des lois, des règles et des normes qui réglementent la pratique. Bamako est la jungle des affichages anarchiques. Le sujet de notre enquête de ce soir avec Ramata Konaté. À Bamako, difficile aujourd'hui de reconnaître les lampadaires au bord de nos routes ou les murs ou encore les alentours des échangeurs à cause des affiches de tout genre. Sur ces affiches, on peut lire les messages des partis politiques, des artistes et autres. Des messages souvent entassés les uns sur les autres. Voici brièvement le schéma des opérations d'affichage dans la capitale. C'est comme le jeu du chat et de la souris. C'est quand on est absent à des heures indies de la nuit, ils profitent de ces moments-là pour procéder aux affichages. Pourvu que la chose soit visible sur la voie publique, mais ceux-là qui s'adonnent à cette pratique n'hésitent pas à les coller. Un comportement déploré par les usagers. Je déplore malheureusement cet affichage sur les arbres dans le désordre total. Je demande à ceux qui le font de passer à la mairie pour le faire. Il y a un service concerné pour ça. Cette occupation anarchique pour faire passer les messages peut avoir des conséquences malencontreuses pour les populations. Ça empêche justement les chauffeurs, les conducteurs d'identifier le panneau. Et ça peut provoquer des accidents. Nous, on est sur la moto, bon. Et regardez ici, on regarde les affichages, bon, parfois ça perturbe la tête. Ce n'est pas tout. Les affichages anarchiques entravent l'assainissement et l'embellissement de la ville. Lorsque tu vois les affichages comme ça, on fait sur les poteaux, on fait sur les panneaux, on fait sur n'importe quoi. Oh, les affichages, ça détruit la beauté même de la ville. C'est de nature à salir les édifices, les voies, les poteaux. L'effet de cette pratique se fait sentir souvent sur les prestations des agences de publicité. Ils détériorent les panneaux publicitaires qui sont dans les normes et ils mettent en difficulté aussi les agences de communication avec les annonceurs. Des efforts sont en cours pour libérer les endroits interdits pour les affichages. C'est dans ce cadre qu'une équipe de la mairie sillonne quotidiennement la ville. On a du mal à les enlever, quand bien même la volonté y est. Parce que pour les enlever, cela nécessite un matériel adéquat dont la mairie ne dispose. Donc avec les moyens de fortune, tant bien que mal, on essaie de les enlever. Toujours est-il que les traces resteront visibles. Et la mairie dispose d'une équipe d'affichage. Non seulement d'une équipe, mais de plusieurs panneaux indiqués pour ce genre pour l'affichage. Il y a à peu près 15 panneaux d'affichage. À côté de cette opposition de la mairie du district, il existe des pénalités en la matière. Comme mesure, comme peine, pratiquement, c'est les pénalités, parce que c'est des infractions de simple police, dont le montant aussi entre 3 000 et 18 000 francs d'amende forfaitaire. En dehors de cela, il n'y a pas d'autres mesures concernant ceux qui s'adonnent à cette pratique. Pour lutter contre les affichages anarchiques dans le district de Bamako, plusieurs propositions sont faites, dont le respect des normes établies dans le domaine. Il y a des trucs conçus pour ça. Il faut respecter ces normes-là. C'est tout ce qu'on demande
aux populations et que les autorités compétentes en fonction se mettent à régler les gens. Et il faudrait également que les partis politiques comprennent que les affiches, c'est vrai, ça permet de faire de la pub, mais il y a des endroits indiqués pour cela. Et il faudrait vraiment que nous respectons cela. Nous demandons donc aux uns et aux autres d'aller dans ce sens-là. À cette suggestion s'ajoute la sensibilisation des populations. C'est un travail de communication et de sensibilisation qu'il faut faire à l'endroit de la population. Pour moi, s'il y a des textes de loi qui définissent quelles sont les natures des différentes affiches, où est-ce qu'elles devraient être affichées, l'information doit être portée à la connaissance du grand public, qui doit pouvoir savoir, en matière d'affichage, comment se comporter dans la ville de Bamako. La plupart des affichages sont l'œuvre des partis politiques. Ces messages ont souvent l'allure d'une campagne électorale, alors que celle-ci n'est pas encore officiellement lancée. En ce qui concerne pour le référendum, la campagne doit être ouverte le 13 avril 2012, donc on est loin de là. Pour les présidentielles, le premier tour, c'est le 8 avril, on est encore loin de là. Et pour les législatives, c'est le 15 juin 2012. Donc avant cette période, la loi interdit aux partis politiques, aux associations de faire toute forme de campagne électorale. Il existe des pénalités timides qui n'arrivent pas à dissuader ceux qui s'adonnent à l'affichage anarchique. Force est de constater qu'il faut encore des sanctions plus contraignantes afin de débarrasser nos panneaux de signalisation, lampadaires et murs des affiches de tout genre. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, il émane de l'association des ressortissants de la commune urbaine de Mopti à Bamako. Yirwal Mopti face donc à la situation douloureuse que le peuple malien vit suite aux attaques répétées des rebelles dans le nord du Mali. L'association Yirwal des ressortissants de Mopti à Bamako adresse ses condoléances les plus attristées à l'ensemble du peuple malien pour les pertes en vie humaine des fils, frères, filles et sœurs qui sont au front. Que le Tout-Puissant, l'Éternel, leur accorde son pardon et sa grâce. Communiqué signé par le président de l'association Yirwal Mopti à Bamako, Elhaj Sidi Konake. Fin de cette édition. Demain, 13h, Sira Batili. 10h, 13h, Sira Batili. Le soir, des Sissoko. Merci. Bonne nuit.